Bienvenue dans Spirit Gaia, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Dans ce premier épisode de Spirit Gaia, je reçois Dara, une amie rencontrée lors d'une immersion à la Cambrousse. Anciennement appelée l'Espace Totem, la Cambrousse est un écolieu dans lequel j'ai également rencontré Clémence, l'artiste à l'origine du logo de ce podcast. Comme quoi, il y a des lieux qui forgent le destin. Avec Dara, nous y sommes allés après le premier confinement, car nous avions besoin de nous reconnecter à nos rêves. Aujourd'hui, son rêve, Dara le vit au quotidien. Je vous laisse découvrir dans cet épisode son parcours incroyable ainsi que la merveilleuse pratique qu'est la danse intuitive. Et si vous souhaitez la voir danser en vrai, je vous invite à taper Spirit Gaia-Dara sur YouTube. Tenue souple, visage tourné vers le ciel, sourire aux lèvres, préparez-vous à mettre en mouvement la beauté de tout ce que vous êtes. Bonjour Dara. Bonjour Juliette. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce projet et d'être là, sur ce canapé parisien. Ce n'était pas vraiment prévu qu'on réalise cette interview dès aujourd'hui, mais quand l'opportunité s'est présentée, tu as été tout de suite à fond et c'est vraiment génial, merci beaucoup. Dara, j'adore ton prénom. Et c'est sans surprise que j'ai découvert ce matin qu'il signifie en laotien étoile. Ce qui te cite. Oui, c'est vrai. Merveille. Et juste pour la petite anecdote, il signifie aussi en hébreu perle de sage. Tout ça en dit déjà beaucoup sur toi, car tu es effectivement une perle. Rien qu'à ta voix, ça se sait. Pour commencer, ma chère Dara, est-ce que tu pourrais me dire comment tu as découvert la danse ? Merci Juliette pour cette introduction. Je suis déjà toute émue. Eh bien, figure-toi que j'ai découvert la danse grâce au Laos, grâce à mes origines de mon père. Et tout simplement, dans le berceau, mon plus vieux souvenir, ou en tout cas ce qu'on me dit souvent de moi quand j'étais enfant, c'est que je dansais avec les mains, comme on danse les danses traditionnelles laotiennes, avec ses mains. Donc c'est comme ça que j'ai été introduite par la danse. Tu as dansé toute ta jeunesse jusqu'à tes 15 ans. Quel type de danse tu pratiquais ? Je pratiquais pour le tout début du modern jazz, à peu près pendant 10 ans. Ensuite, j'avais beaucoup de curiosité et j'avais envie de découvrir plein d'autres pratiques. Donc dès que je pouvais faire des stages de danse indienne, j'ai fait aussi quelques années de danse orientale, j'ai pratiqué aussi le hip-hop, j'ai touché bien évidemment à la danse laotienne, à des soirées avec mes parents ou bien au Laos quand on partait là-bas. Parce qu'en fait, tu es née en France, oui. Tu as grandi en France, enfin t'as pas vécu en tout cas au Laos ? J'ai jamais vécu plus d'un an sur le terrain, sur le pays. J'y suis allée plusieurs fois sur du long terme. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 16 ans, donc ça faisait à peine une semaine que j'avais 16 ans, je suis tombée en escalade au lycée un matin. Les conséquences de cet accident, ça a été tout de suite d'être alitée pendant à peu près 3 semaines et demie sur un matelas à l'hôpital. Et ce qui a été très dur, c'est que je pouvais plus bouger et que je voyais le monde de manière allongée, donc je voyais que tout le temps le plafond. Je pouvais pas bouger, même aller aux toilettes, enfin je pouvais pas me laver toute seule. Il y avait plein de choses dont je pouvais plus faire et ça a été un choc, un traumatisme, de plus pouvoir bouger, plus pouvoir être debout. Tu t'étais cassé les vertèbres, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis tombée à peu près de 7 mètres sur le sol, donc sur le gros matelas d'escalade, et je me suis fracturé 3 vertèbres, dont une déplacée, et très proche de ma moelle épinière. Donc c'est pour ça aussi qu'on m'avait dit à l'hôpital
n'essaye pas de bouger parce que sinon tu peux aussi toi-même, par le mouvement, te donner une paralysie. Donc le mieux c'est que tu restes complètement immobile sur le matelas. Donc c'était pas très joyeux. Après cet accident, j'imagine qu'ils t'ont dit que tu pouvais plus danser. Est-ce qu'à ce moment-là, la danse avait déjà une part très importante? Est-ce que tu te projetais danseuse? Alors avant, bien sûr, j'avais des rêves. Des rêves de petite fille, de pouvoir danser sur scène. Et aller voir des spectacles, ça a aussi beaucoup nourri ce fantasme de danser, mais vraiment de manière professionnelle, d'en faire un métier. En fait, à 16 ans, quand on m'a dit ça, eh bien, j'allais pas déroger la parole des adultes. Et du coup, j'ai tout de suite pensé que ça allait être ça ma vie, c'est que je vais plus pouvoir danser. J'ai cru tellement fort qu'en fait c'est devenu une croyance mais complètement limitante. Enfin, ça m'a bloquée et je me suis dit ok, bah je vais faire autre chose en fait dans ma vie. Enfin, ça sera pas une option en fait de danser. Il y a eu combien de temps entre ton accident et le moment où t'as commencé à te reconnecter à la danse, à te reconnecter à ton corps et à y croire en fait une nouvelle fois? Alors j'ai commencé à reprendre la danse 2 ans après mon accident. J'avais pas trop le droit, mais je l'ai fait. Donc c'est la première fois que je le dis. J'ai pris quelques cours de hip-hop, mais ça m'avait pas vraiment connecté à mon mouvement, à ma conscience du corps. C'était encore dans une idée d'esthétisme, de performance. Donc ça m'avait pas touchée encore à ce point-là. Et ce qui s'est passé, c'est à 21 ans, je suis partie faire un Erasmus à Berlin et je me sentais plus à l'aise de prendre un cours de danse parce que j'avais tellement perdu de technique, tellement perdu de posture, de mobilité, de flexibilité aussi, que je me sentais pas du tout apte de faire un cours en France. Trop peur du jugement, angoissée du regard des autres, du regard des professeurs. Donc ça s'est fait naturellement. J'ai pris un cours de danse à l'université. C'était un danse contemporaine au sol et ça m'a beaucoup émue. On était un petit groupe et il fallait vraiment pour moi de la lenteur et de l'aisance, de me sentir en sécurité et ça a été le cas. Du coup, ça a quand même de mes 16 ans à mes 21 ans. Est-ce que pendant cette période, le bien-être et la spiritualité, ça faisait partie de ta vie ou c'est quelque chose que t'as découvert après? Je pense que l'accident déjà m'a énormément poussée à me poser des questions. La mort était omniprésente après l'accident, je faisais beaucoup de cauchemars autour de ça, et donc c'était des questions de ma place dans le monde, ça a toujours été omniprésent, mais la spiritualité comme je l'entends aujourd'hui, je l'ai eu beaucoup plus tard, ma quête de sens, ma quête de liberté, ça s'est éveillé déjà à Berlin d'ailleurs, cette année-là où j'ai découvert un autre mode de vie, une autre culture pendant 1 an. Mais ce qui a été très fort, c'était l'année d'après, j'ai voulu faire une année de césure entre ma licence et mon master. Parce que du coup, j'ai étudié l'histoire de l'art et il y a eu un grand pan sur l'histoire de la danse. Mais cette année-là où j'ai fait une année de pause, je suis partie en Asie. J'avais besoin de me reconnecter à mes origines. Et en fait, j'ai fait un stage en milieu archéologique. Mais j'ai eu la chance d'être dans un petit village. Et c'est là où j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a ouvert à tout ce monde autour de la spiritualité, aussi autour de la méditation, de la pleine conscience pour mon corps. Et donc c'est venu plus tard. Mais l'accident, je pense, a déjà commencé un peu à faire poser des questions. Ouais, les graines, en fait, se sont plantées, quoi. Ouais. Est-ce que t'as eu besoin de te réconcilier avec ton corps? Oui, c'est-à-dire qu'après l'accident... Est-ce que t'étais en colère contre ton corps qui marchait pas comme tu voulais? Est-ce que t'avais besoin de te réconcilier avec lui? Ouais, c'est très intéressant. En fait, bien sûr, après l'accident, j'ai eu beaucoup de révélations autour de juste la question du corps, en fait. Enfin, sans mon corps, je ne suis rien. Je dois aussi m'en occuper, prendre soin de lui. Et en fait, pour moi, la danse, c'est un art du mouvement. C'est vraiment une forme de bien-être, c'est énormément bon pour la santé, ça permet de faire circuler l'énergie, faire circuler ses émotions, ses états d'âme. Et la danse a été la forme corporelle d'expression qui m'a permis de renouer avec mon corps, parce que c'était déjà ancré dans ma vie, en fait. C'était déjà un langage. Avant mon accident, je sentais déjà beaucoup mieux en dansant que parfois en étant en société normale où je pouvais parler. J'ai toujours eu plus d'aisance avec le mouvement qu'avec les mots. Donc, qu'on me laisse dans une salle de danse ou sur un dance floor, j'étais
plus à même parfois de rencontrer des gens de cette manière que de rencontrer des gens via le langage verbal. Quand est-ce que t'as découvert l'univers de la danse intuitive et quand est-ce que tu t'es dit c'est par là que je veux aller? Ouais. Bah oui, c'est hyper intéressant parce que justement, la danse, c'est ce qui m'a permis de me reconnecter à mon corps. Mais je dirais encore plus, oui, c'est tout ce qui est danse autour de l'intuition. Donc, c'est comme je disais, finalement, le hip-hop, ça m'avait permis de reconnecter au mouvement, mais bien sûr au mouvement mécanique, à la technique, mais pas au plus profond de moi-même. Et en fait, il y a eu vraiment des étapes et j'ai découvert des mondes de danse. Il y en a partout. Vraiment, c'était fou, c'est que comme je me sentais plus légitime à un moment donné de faire de la danse, d'aller vraiment dans des cours de danse pour professionnels, bah en fait, je suis allée voir différentes manières de danser. Et il y a un monde, mais extraordinaire. Et je pense que ça a été... c'est un long chemin, c'est beaucoup de curiosité. Ça a démarré en Allemagne, parce que je suis repartie après en Allemagne pendant mon master, et j'ai découvert la danse extatique. J'ai découvert la danse qui s'appelle Open Floor. Il y a de la danse libre. Il y a aussi des danses qui s'appellent mouvement authentique. En fait, c'est assez dingue. Je trouve qu'il y a plusieurs cultures qui ont commencé à danser un peu de manière intuitive. Et même pour moi, je dirais que l'homme a, dès le départ, dansé de manière intuitive. Tu vois, c'est des danses ancestrales, même quand tu danses en ronde, autour d'un feu, en cercle. Et ensuite, en fait, si on reprend dans l'histoire un peu de la danse, il y a eu la danse sociale, donc la danse qu'on danse ensemble pour se rassembler, qui nous lie. Et il y a eu cette danse scénique qu'on allait voir sur scène, en représentation. Et dans ce milieu-là, qui est un milieu du coup qu'on appelle de danse académique, il y a eu même des chorégraphes qui ont voulu se rapprocher de la danse intuitive, qui ont voulu se rapprocher de la danse proche de la nature en fait, parce que c'est là où on peut plus se connecter à soi. Et il y a plus d'un siècle, il y a eu une génération d'artistes comme Isadora Duncan, Loy Fuller et d'autres en Allemagne, à travers des écoles un peu comme Montessori, l'école Waldorf. C'est des gens qui ont voulu danser en nature. Et du coup, quand j'ai commencé à découvrir des danses différentes que la danse académique, c'était souvent des danses en nature ou des danses dans des espaces assez larges où il n'y avait pas de miroir, où il n'y avait pas d'idée de performance. Et du coup, j'ai commencé à découvrir cette notion de danse intuitive à travers ces cercles. Mais au final, danse intuitive, c'est quelque chose dont je parle parce que je dis ça dans mon site internet ou sur mes réseaux sociaux. Mais au final, en fait, j'ai jamais fait de danse qui s'appelait forcément danse intuitive en tant que label. C'était peut-être parfois à l'intérieur, il y avait, enfin dans le texte descriptif, il disait danse intuitive, mais je sais pas trop comment les gens parlent en fait. Il n'y a pas une maison mère qui parlerait que de cette danse intuitive. Finalement, les gens parlent de danse libre, authentique, spontanée, enfin, et il y a plein de monde en fait. En fait, c'est une danse où t'as pas spécialement de règles. Mm-hmm. Et j'essaye de voir comment... Tu vas pas m'aider, ouais. Non, mais c'est de voir un peu comment... Je n'ai jamais fait de danse, j'ai juste fait 1 an de danse moderne jazz quand j'étais au lycée, parce que ça m'aidait à déstresser. Mais c'est-à-dire que pour moi, la danse intuitive, t'as pas un prof qui va dire tu fais ce mouvement, tu fais ce mouvement. C'est vraiment, tu fermes les yeux et t'essaies de ressentir par où ton corps veut aller, par où ta main veut aller. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand on en parle, et aussi quand on voit tes vidéos sur Instagram de danse intuitive, il y a vraiment une expression de liberté. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que ces danses, souvent elles étaient faites en nature parce que ça nous permet de nous connecter plus à nous-mêmes. Alors est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ça? Parce que justement, le podcast, le projet, c'est vraiment tout autour de cette idée que tout est interconnecté, notre connexion à la nature et notre connexion à nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que danser dans la nature, ça nous permettrait d'être plus avec soi? Alors déjà, parce que danser entre 4 murs, c'est danser avec une limite d'horizon, une limite visuelle. Donc, juste simplement, je dirais que danser dans un cube, en fait, c'est étroit et ça limite notre champ d'expression. En tout cas, notre champ de communication avec l'environnement. Et quand tu danses, pour moi, de manière intuitive, connectée à toi, t'es bien sûr avec toi-même, mais l'environnement te soutient et il y a une sorte aussi d'échange d'énergie. Quand tu danses les pieds au sol, avec la plante des pieds complètement sur la terre, et que tu sautes, en fait, c'est normal, bon, c'est l'énergie. Tu amènes l'énergie vers la terre et elle peut te la renvoyer. Mais si tu danses sur du béton,
c'est juste un mouvement qui vient vers le sol, mais t'as pas le rebond. T'as pas de résonance. T'as pas de résonance, voilà. Donc déjà, c'est autre chose. Et puis danser, voilà, en nature, à l'air libre, avec les éléments, parce que tu peux contacter le soleil, enfin le feu, donc l'énergie aussi de l'air, le vent, la terre sous tes pieds. En fait, j'ai pas toujours dansé en nature quand je dansais la danse intuitive, mais ça aide énormément. J'ai dansé à Bali dans des endroits où c'était ouvert de chaque côté et on pouvait voir de loin les horizons. Bah, ça changeait complètement que danser dans une salle fermée, même avec du beau parquet, ça rend pas pareil. C'est sûr que danser à Bali, ça doit être quand même une bonne expérience. Ça, j'ai jamais fait, mais... Ou danser sur la plage, par exemple. Ouais. Danser sur la plage, c'est... En fait, t'es en connexion, t'es en dialogue. Voilà, je dirais qu'il y a un dialogue avec toi-même, mais il y a aussi un dialogue avec ton environnement. Et tu partages le même espace et tu communiques. Il y a beaucoup d'inspiration aussi à travers ce qui est à l'extérieur de toi. Alors que si c'est quelque chose de très neutre et de très froid et de très étroit, l'énergie, elle passe beaucoup moins. Quel rôle peut avoir la danse sur l'ouverture de cœur ? Parce qu'il y a vraiment cette idée dans le développement personnel que la vie est plus belle quand elle est vécue avec le cœur ouvert. Mais au quotidien, ça peut être compliqué entre le stress, les inquiétudes, les problèmes au niveau professionnel ou dans la vie personnelle. Est-ce que tu penses que la danse intuitive, elle peut jouer un rôle, elle peut avoir un rôle pour rouvrir ce qui a été fermé au quotidien ? Évidemment. Je pense que le mouvement intuitif, le mouvement qui vient de toi, te demande d'aller voir en profondeur. Donc, je pars souvent du principe qu'en danse intuitive, on vient s'observer, on vient déjà danser avec ce qui est là. Et ce qui est là, c'est déjà être honnête avec ok, comment je me comporte aujourd'hui, qu'est-ce qui fait surface, même parfois sans musique, mais déjà voir un peu fou. Comment je me sens aujourd'hui, c'est quoi ma météo intérieure, est-ce que c'est un peu gris, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est sombre, et en fait pourquoi? Tout ça devient une source pour aller aussi danser. Au final, ça fait déjà énormément d'inspiration. Et ensuite aussi regarder tes limites, tes blocages et tes automatismes. Qu'est-ce que ça veut en dire en fait? Ce qu'il veut dire de toi? Et dans tout ça, il y a ce processus pour moi aussi d'être dans l'amour de soi, mais l'amour de ses mouvements et de laisser raconter ses mouvements, de comprendre cette narration, qu'est-ce qui se passe en fait. Et pour moi, après, on arrive à l'ouverture du cœur. Au final, puisque quand on s'est observé dans ces mouvements et quel sens ils ont pour nous, est-ce que là, je suis en train de me juger ou pas, en fait, de toute façon, la danse intuitive, elle te demande de devenir de moins en moins jugeant. Elle te demande d'être plus indulgent avec toi-même. Et donc aussi de t'aimer, de te donner de l'amour et ouais, d'être aussi en gratitude avec ce corps. Pour moi, c'est aussi se rappeler qu'on est un être humain et que on a de la chance en fait d'être dans ce corps. Et ouais, c'est une forme pour moi j'appelle ça du self-love, ouais, c'est un peu mes pratiques, ouais, de se remercier en fait aussi du corps dans lequel on est, dans lequel on vit, qui nous aide aujourd'hui. En fait, je trouve vraiment l'ouverture du cœur, il se fait après, mais c'est aussi au moment même, parce que j'ai l'impression que si les gens, ils sont hyper étroits du cœur, genre le cœur est fermé, tu peux pas savoir ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux pas avoir un cœur complètement recroquevillé sur toi-même, tu peux pas cacher ton cœur, enfin, ouvrir sa poitrine, ouvrir les côtes, pouvoir aussi te positionner avec les épaules à l'arrière. Enfin, tout de suite, t'as déjà une posture d'ouverture du cœur. Et pour moi, ça part de là, tout ton travail sur toi-même, ça part du cœur au final. Donc ça me paraît logique en fait que tu me poses cette question. En fait, c'est vraiment le fait d'écouter de la musique et juste de voir comment ton corps il a envie de résonner avec cette musique et de bouger, ça fait que finalement t'es quand même obligé d'accepter comment ton corps veut bouger aujourd'hui et donc accepter l'état intérieur qui donne à ce corps cette envie de bouger. Donc t'es beaucoup plus ok avec ok, aujourd'hui je suis comme ça, aujourd'hui j'y arrive pas du tout ou aujourd'hui j'y arrive très bien. Est-ce que tu sens dans toutes les autres dimensions de ta vie une plus grande écoute de toi? C'est-à-dire t'as plus de facilité à connaître tes émotions ou à savoir ce que tu ressens? Est-ce que ça a fait qu'après au quotidien cette écoute de toi et de ton corps tu l'as eu beaucoup plus? Clairement. Non mais oui, je suis à l'écoute de mon corps et
Et en fait, mon accident, cet événement il y a 10 ans, m'a beaucoup... Il me demande en fait de toujours m'écouter. Au final, si je suis pas dans le mouvement une fois par jour, bah, le lendemain je le ressens. Mon corps il me le dit. Genre j'ai mal, je commence à avoir des douleurs dorsales parce que j'ai besoin de réguler les émotions qui sont à l'intérieur de moi, ou j'ai besoin de processer des choses, ou ça va être parce qu'en fait j'ai une douleur, je me suis mal tenue, je suis pas droite, ou je suis courbée. Tout ça fait qu'à un moment donné, mon corps il me le dit. Et j'ai besoin de m'étirer, de commencer à danser, de trouver un peu plus de création dans mes mouvements. Mais en tout cas, ça émerge plus tard, la création. Mais au début, c'est toujours m'étirer, respirer, avoir conscience de mon corps, où est-ce que j'ai mal, l'identifier dans mon corps. Enfin, ouais, c'est au quotidien, au final. Puis il y a des moments, juste, j'ai avoir un endroit magnifique où je suis. Ça va être peut-être dans une forêt, et puis d'un coup, je vais avoir envie de danser. Donc ouais, c'est tout le temps, quoi. Est-ce que ton rapport à la nature, il a changé ? C'est clair qu'il y a eu plusieurs choses qui sont articulées autour de la danse quand j'ai commencé à danser de manière intuitive et que j'ai plongé, exploré beaucoup de choses. Il y a eu aussi ma place dans le monde que j'ai réinterrogée en fait. Comment je vis, où je vis, ma manière de vivre. Et forcément, aujourd'hui, je sais, un gros questionnement dans ma vie, c'est où je veux vivre. Et là, je sais que je peux pas vivre dans les villes, tu vois. Et parce que je sais que j'ai envie le matin de pouvoir danser en nature, donc ça fait hyper cliché comme ça. Mais j'ai pas non plus un mode très hippie, mais bon, voilà, depuis 1 an je suis nomade et je cherche toujours. Mais j'ai une petite idée où je vais habiter d'ailleurs. Mais je sais que j'ai besoin d'être en fait au cœur de la nature. Ouais. Donc ça a changé forcément mon rapport à la nature. Ouais, et toutes ces pratiques aussi de pleine conscience, de méditation. Et comme ça se fait encore mieux dans la nature, forcément ça m'a aidé encore mieux à danser et à être dans mon corps. Tu dirais que danser, c'est une forme de méditation ? Oui, bien sûr, mais après ça dépend comment tu la pratiques. C'est comme cuisiner, tu peux cuisiner avec conscience et aussi sans. Et pareil, tu peux danser en étant très consciente et très présente à ce qui est là, à ta respiration, à ce qui a envie de s'exprimer, de s'extérioriser de ton corps, et laisser entrer, sortir en fait, ce qui a envie, là, maintenant, de se mouvoir en toi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir ce push de mise en mouvement, parce que il y a un côté où quand tu te mets en mouvement, plus tu te mets en mouvement, plus t'arrives à dépasser les peurs. Il y a un côté où... En gros, il y a ce dicton que j'aime beaucoup, c'est je m'en souviens plus. Attends, c'est marqué sur ma bio Instagram. Vas-y, retrouve ta bio Instagram. Non mais c'est vraiment un dicton, c'est un truc genre oh là là. J'adore. Oh, en plus je l'ai changé ma bio. Non, mais c'est un truc du style le chemin s'ouvre quand tu marches. Enfin, quand je marche, bien sûr. C'est un truc que Marc de la Ménadière m'avait dit quand on était toutes les deux à la Cambrousse. Et il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut clairement que les choses changent dans la société. Et il y a une sorte d'inertie qui tient un peu tout le monde. Et je me demande si finalement, rien qu'en allant dans un cours de danse où tu mets ton corps en mouvement, où tu redémarres quelque chose, bah ça va pas après impacter les autres dimensions de ta vie, où tu vas te dire, ok, là, je sens qu'il faut que je change mon quotidien, il faut que je change ma vie, je veux faire partie de ces acteurs. Et donc ça va te porter en fait jusque-là et ça va te faire aller au-delà de toutes les peurs en fait qui te retenaient avant. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ou est-ce que t'es juste en train de te dire que j'ai trop fumé dans cette interview? Non, je pense pas que t'es fumé. Je pense qu'il y a vraiment une dimension thérapeutique et psychologique qui peut être utilisée avec la danse. Et bien sûr, en plus, on voit beaucoup de choses quand on danse. Des miroirs de nous-mêmes, ou, tu vois, nos masques, nos limites, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi on est limité, mais parfois c'est pas des limites physiques, ça peut être aussi des limites mentales. Donc totalement, je pense que la danse, comme toutes les pratiques corporelles, c'est des moyens de se mettre en avant, de se mettre en action, comme tu dis, de se mettre en mouvement. Et la danse, c'est ce que j'aime le plus, donc je peux en parler. Puis je l'ai expérimenté, donc c'est clair que ça aide à
aligner le corps et l'esprit, aligner ce que tu as pris conscience sur le plan mental, ce que tu as réalisé dans tes pensées. Ok, aujourd'hui, je dois faire ce projet ou voilà, j'ai une révélation. Et en fait, danser ou l'incorporer dans ton corps, tu vas vraiment l'acter aussi au niveau physique. Et c'est pour ça, pour moi, je parle d'incorporation où tu deviens incarné. C'est vraiment dans ta chair, tu mets cette information dans tes cellules et ça aide. C'est comme... là, j'ai regardé un film récemment qui s'appelle La Société des Poètes... Le Cercle des Poètes Le Disparus. Cercle des Poètes Disparus, ouais. Et j'ai adoré la scène où le professeur amène tous ses élèves dehors. Il leur fait faire citer genre un poème à voix haute et en même temps, ils doivent tirer dans un ballon. Et pour moi, c'est ça. C'est mettre des affirmations et le mettre aussi dans le corps. Et j'ai adoré cette scène. Pour moi, c'est primordial de travailler avec le corps et l'esprit. Alors juste pour la phrase tout à l'heure, c'est en marchant que le chemin s'ouvre. Voilà, c'était ça la punchline que je voulais sortir tout à l'heure. Alors maintenant, tu lances ton projet Dara Explora, dans lequel tu veux enseigner la danse intuitive, tu veux beaucoup en parler. Comment ça s'enseigne ? Ouais, déjà, je suis même plus sûre du prénom. En fait, d'ailleurs, si un auditeur ou une auditrice m'entend maintenant et a des noms, en tout cas, comprend un peu que mes doutes, en fait, vraiment que je sais pas si la danse intuitive ça parle à tout le monde. En tout cas, il y a des moments même, je parle même plus d'intuition. Au final, je parle aussi de mouvement libre et de mouvement authentique. En tout cas, ce qui se passe, c'est que il y a plein de gens qui aussi font de la danse intuitive et que j'aime bien aussi prendre leurs cours. Mais je remarque que chacun a un peu sa vibe. Sa propre identité, quoi. Ouais. Et en fait, moi, je vais mettre des choses qui me parlent et je suis aussi très touchée par le sens des mouvements, la narration, des gestes. Et ça, c'est tout le pan histoire de la danse qui m'intéresse beaucoup. L'histoire des danses ancestrales qui peuvent être une source d'inspiration. Et pour moi, qui m'ont beaucoup aidée en fait à danser, c'est-à-dire que déjà, je suis revenue à la base. De la base, pour moi, c'est la danse laotienne, où j'ai repris des mouvements qui signifient quelque chose en particulier. Il y a vraiment dans plusieurs cultures des mouvements, une palette de gestes qui veulent dire déjà quelque chose pour eux, qui ont une thématique, qui permettent d'exprimer une émotion. Et en fait, pour moi, c'est la technique que je transmets aux gens dans mes cours. On va voir plusieurs continents. Enfin, l'échauffement, on va aller visiter plusieurs pays. Et ça, déjà, ça permet d'avoir une base parce que j'en suis sûre que si je te donne pas un mouvement, si je te le transmets pas, ton corps ne peut pas le faire et qu'on a une mémoire du corps. Et ensuite, on a vraiment une bibliothèque sans limite, enfin une possibilité sans limite de danser, de se mouvoir. Mais souvent, on reste aussi limité dans nos gestes parce qu'on sait pas parfois quoi faire de ses mains, on sait pas quoi faire de ses pieds. Et j'ai vraiment envie de dire que tout le monde peut être danseur et danseuse et qu'il y a juste à aller enregistrer des mouvements à l'intérieur de ton corps dans ta propre bibliothèque en fait de mouvements. Donc moi je commence mes cours avec un échauffement, je vais ramener cette technique là et après je navigue entre improvisation et technique et guidance aussi où on va aller mettre de l'attention sur des parties de ton corps. On va mettre de l'intention également aussi. Il y a une phrase qui résume beaucoup mon cours, c'est de l'attention du geste au geste de l'intention. Parce que l'intention, pour moi, c'est tout ce qui se réfère à la narration, au sens que tu mets dans tes mouvements. Voilà, et puis entre tout ça, on y mêle aussi beaucoup de plaisir, d'intériorité, de mobilité aussi, d'aller un peu plus loin, de prendre conscience en fait de ton corps et d'aller danser différemment, d'être beaucoup plus créative dans ta gestuelle. Voilà. Là, tu nous parles d'intention et tout à l'heure, tu nous parlais du fait que danser, ça pouvait avoir des effets miroirs et ça pouvait révéler tes masques. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets d'une intention qu'on peut poser ? Et puis, par exemple, à un moment donné, t'as eu une prise de conscience pendant que tu dansais ou par rapport à ce que ça te faisait ressentir, ce que t'as compris. Est-ce que t'as des exemples comme ça ? Oui, je me souviens de danse... J'ai fait un stage de danse en Afrique du Sud, c'était un stage de danse en silence. Donc pendant 5 jours, c'était ma première un peu immersion Vipassana. C'est pour ceux qui connaissent, c'est des
des retraites silencieuses. Et là, c'est une retraite silencieuse, mais de danse. Donc, on pouvait juste danser, communiquer par la danse. Ça a été très fort et ça a été l'expérience où j'ai, je pense, plus vu en moi des masques ou des automatismes, des choses par rapport à moi-même. Et aussi par rapport à mes ruptures amoureuses, c'est souvent revenu. En fait, la danse, pour moi, ça me permet beaucoup de processer mes relations amoureuses. Et du coup, après, c'est très personnel, c'était vraiment de voir aussi quelle personne j'ai pu être dans mes relations amoureuses et qu'est-ce que ça veut dire de moi. Est-ce que c'est des choses que je mettais pour me protéger et qu'au final, ça m'a plus limité qu'autre chose, ça m'a rendue plus malheureuse. Et en fait, c'est vraiment une thérapie avec moi-même. Enfin, c'est vraiment un dialogue avec moi, finalement, la danse. Et oui, après, je mets l'intention de m'affirmer en tant que femme seule et bien dans son corps, et aussi avec son cœur, en harmonie avec ses émotions. Ouais, c'est ça que je peux mettre aussi dans la danse après. C'est toutes ces affirmations que tu veux être, et de te mettre en mouvement pour le devenir, et ça aide à digérer, à processer, et à passer à autre chose. Dans ton projet Dara Explora, ça s'appelle Dara Explora ou ça tu penses le changer aussi? Pour l'instant, je le change pas parce que j'ai pas d'autre nom. C'était un nom depuis très longtemps, du coup je l'ai gardé. Ça faisait écho à Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice. Ah, c'est pour ça que tu l'as choisi. Ouais, c'est pour ça. T'avais même pas fait... Ah, pas du tout. Moi, je pensais déjà Dara, ça rime avec Explora, ensuite exploration du corps, de l'âme, tout ça. Ah, mais génial. J'avais pas du tout pensé à Dora l'exploratrice. Là, tu me casses mon délire. Mais en tout cas, sur ce projet, tu parles aussi de massage laotien. Alors, je sais que cet épisode est vraiment sur la danse, mais bon, le massage, ça fait quand même partie de qui tu es aussi. Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu es venue au massage laotien? Bien sûr. Alors, le massage laotien, c'est ancré dans mes origines, dans mon quotidien depuis mon enfance. Se masser ou se faire masser, c'est naturel dans ma famille. Autant avec mon père que dans ma famille au Laos quand je vais du coup dans le pays, avec mes tantes, et après aussi prendre des massages, vraiment me faire plaisir. C'est vraiment comme un rituel. Du coup, c'est vraiment ancré en moi, c'est assez spécial parce que j'ai jamais appris le massage de manière mentale. J'ai déjà appris par le corps. En fait, par tous les massages que j'ai reçus, j'ai une mémoire du corps et c'est comme si tous les tracés des doigts qui ont été sur mon corps, je les ai enregistrés et en fait souvent je pouvais masser après me faire masser. Et c'était comme ça au début, donc c'était aussi de manière intuitive, mais avec toute cette technique que je recevais des massages qu'on me faisait. Et puis au fur et à mesure, j'ai voulu me perfectionner aussi au Laos. Et puis en fait j'en ai fait mon métier récemment, depuis à peu près 1 an. Tout a commencé en Afrique du Sud où je suis allée voir ma sœur qui habitait là-bas et je bossais beaucoup et j'avais besoin d'une pratique qui me ramenait au Laos, qui me ramenait à mes origines. En fait, le Laos me manquait, ma famille aussi en France me manquait. Comme toutes les deux, on était en Afrique du Sud, elle et moi. Je lui dis, si tu veux, je te masse parce qu'en fait, moi, ça me fait du bien. Je suis complètement en méditation quand je masse. Je pense plus à rien, je pense plus au travail, je pense plus à mes préoccupations, à mes pensées. Genre, je suis tellement dans le présent que je m'échappe de tout, à part de ce que je dois donner là maintenant. Et ça nourrit, du coup, j'ai commencé en fait à masser des gens gratuitement comme ça au début. Donc ma sœur, mon beau-frère là-bas, mes meilleurs potes en Afrique du Sud. Et puis après, ça s'est fait naturellement, les gens ont voulu me payer. Et puis j'ai construit un univers autour qui est mon univers complet. Et voilà, et du coup maintenant je fais ça en France. Comment tu pourrais décrire le massage laotien? C'est une tradition qui prend source grâce au shiatsu, aux médecines japonaises, thaïlandaises. Donc souvent le massage laotien il s'apparente au massage thaïlandais. Sauf que dans le massage laotien, on va pas venir étirer le corps dans tous les sens, on va pas aussi faire craquer, c'est beaucoup plus doux, mais à la fois intense, c'est-à-dire que je vais toucher des points précis sur le corps, des points d'acupuncture, qui sont sur des lignes méridionales, pour refaire circuler l'énergie dans le corps. Donc il y a cette idée aussi de massage par l'acupression. Voilà,
tu devrais essayer un jour. Comme ça, tu sauras. Pour moi, je trouve que c'est toujours l'expérience est beaucoup mieux parfois qu'en parler. Mais par exemple, ouais, les gens, parfois, ils partent aussi très loin. Enfin, ça dépend comment tu peux aussi vraiment voyager. Et tu peux aussi rester hyper ancré, mais en tout cas, lâcher beaucoup de choses et te détendre. Donc, ouais, moi, j'adore. Je vais essayer, c'est sûr. Alors, la dernière question, c'est vraiment une question par rapport au projet, un peu la ligne de mire. Quel monde tu souhaiterais voir naître dans les prochaines années ? Je rêverais d'un monde qui soit en connexion avec la nature et tous les règnes, le règne animal, donc en respect avec les animaux, leurs conditions. Aujourd'hui n'est pas du tout optimal. Puis tout le règne végétal, la terre, les forêts, la nature. Et puis, qu'on remette beaucoup plus de nature. Et j'aimerais aussi voir des hommes et des femmes qui soient alignés avec ce qu'ils font, avec leurs projets, parce que je pense que si les gens faisaient ce qu'ils aimaient profondément, et s'ils se connaissaient assez pour savoir ce qu'ils veulent faire, donc déjà avoir un travail un peu introspectif, et aussi après se dire, ok, je vais faire ce projet aligné avec moi, eh bien, je pense que ça aiderait tout le monde à être heureux, et du coup à pas être en colère contre des gens ou asperger les gens de mauvaise énergie et je pense que ça rendrait un monde beaucoup plus doux, beaucoup plus joyeux. On pourrait chacun s'aiderait avec ce qui savent le faire de mieux chacun aiderait avec ce qu'il a à offrir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ce serait beau. Merci beaucoup, Dara. Merci à toi, Juliette, pour ce moment. Spirit Gaia est le deuxième projet de la plateforme Vivre avec Gaia, dédié à l'écologie intérieure. Je souhaite remercier Théo pour le mixage son, Clémence pour un logo rempli de papillons et Didier pour ce générique inspirant. Merci également à Dara d'avoir pris le temps de partager son chemin et sa vision de la danse. Vous trouverez la bande-annonce de cet épisode sur la chaîne YouTube de Vivre avec Gaia ou sur le compte Instagram de la plateforme. Peut-être même qu'on y danse toutes les deux. À bientôt pour le prochain épisode.